Cheveux blancs, arthrose, diminution de l'appétit, moins d'entrain. À mesure que le temps passe, des signes de vieillissement apparaissent, c'est la vie. Chacun sait que notre organisme est appelé à le décliner, à s'user plus ou moins vite avec l'âge. C'est en effet un phénomène complexe qui ne s'exprime pas de la même façon chez chacun d'entre nous. Alors c'est vrai, on est de plus en plus nombreux, 22% des Français ont plus de 65 ans. Avec cette bonne nouvelle, à partir de 65 ans, en bonne santé, vous pouvez espérer 10 ans et demi pour l'homme, vous pouvez espérer 11,8 ans pour la femme. Encore une fois, une espérance de vie en bonne santé qui commence à réaugmenter. Alors pourquoi les systèmes physiologiques déclinent-ils progressivement avec le temps? Sommes-nous génétiquement programmés pour vieillir? L'âge chronologique et l'âge physiologique sont-ils de plus en plus souvent différents? Le vieillissement doit-il être considéré comme une maladie ou faut-il tout simplement être fataliste? Comment bien vieillir longtemps en bonne santé ou comme le dit le proverbe chinois, faut-il rajouter de la vie aux années et non des années à la vie? Beaucoup de recherches dans ce domaine. L'un de nos meilleurs spécialistes est notre invité. Il s'agit du professeur Éric Boulanger, spécialiste de la médecine du vieillissement au CHU de Lille, directeur médical du programme Tempoform. Il est aussi l'auteur de Je décide de vieillir bien aux éditions Odile Jacob. Je suis Margot Defrouville, chef du service santé de BFM TV. À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin, consultant santé BFM TV. Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous. Éric Boulanger, bonjour. Bonjour. Alors peut-être on va commencer par quelques points de repère, parce que rien n'est plus fou que l'âge. On parle de senior, on parle d'être âgé, d'être vieux. On est toujours le vieux de quelqu'un par définition. Quelques points de repère, quelques points de définition. C'est quoi aujourd'hui quelqu'un de vieux? C'est quelqu'un qui est plus jeune. Aujourd'hui, une des définitions classiques du vieillissement, c'est plus on avance en âge, moins on sait se reproduire et moins on sait se réparer. Et on fixe ça à un certain seuil, 60 ans, 65 ans? Alors aujourd'hui, il y a des étapes. Effectivement, le maximum de la pleine puissance de toutes les fonctions et les organes, on sera vers 20-25 ans. On commence à le sentir, ce vieillissement, vers la cinquantaine. Et après, c'est plutôt les 75 ans, après 75 ans. Il y a vraiment ces étapes où on prend à chaque fois un petit coup sur la tête en ce qui concerne le vieillissement. Mais alors, est-ce qu'on peut dire qu'on est programmé, en fin de compte, quand on est-ce qu'on est programmé pour vivre un certain nombre d'années et puis des phénomènes intercurrents empêchent qu'on remplisse le contrat? Alors, en partie. On estime aujourd'hui que la part génétique, donc programmée de son vieillissement, est à peu près aux alentours de 20%. Et tout ce qu'il y a après ou autour, c'est soit pas de chance, soit c'est parce qu'on a tout fait pour bien vieillir ou tout fait pour mal vieillir. Et là, on a vraiment un bon levier aujourd'hui puisqu'on connaît ce qu'il ne faut pas faire et on connaît ce qu'il faut faire pour aller le plus loin possible en bonne santé. Parce qu'on dit parfois, c'est en fait, on est programmé pour 120 ans, c'est vrai? Alors, des études différentes, multidisciplinaires, c'est le mot à la mode, mais ces études ont été publiées il y a 4-5 ans, une dans la grande revue Nature et l'autre dans la revue Science. Aujourd'hui, si on fait tout bien et qu'on a de la chance, on peut arriver effectivement vers les 120 ans. C'est le chiffre qu'il faut retenir et on n'ira pas au-delà. Et Jeanne Calment a fait 122 ans et ce n'était pas hier puisqu'elle est décédée en 1998. Alors, je vais encore plus loin parce qu'on évoque souvent un problème de télomère. Alors, vous allez nous dire d'abord ce que c'est. Et en fait, il semblerait que ça soit cet élément-là qui se raccourcisse, qui guide en fait notre âge. Oui, alors on hérite C'est quoi un télomère? Alors, on hérite de son papa les télomères, 50%. En fait, c'est ce qu'il y a au bout de nos chromosomes. Ce sont des séquences répétées d'ADN qui sont très longs à la naissance et qui se réduisent à chaque division cellulaire. Et ce que l'on sait maintenant, il y avait beaucoup d'espoir sur l'utilisation des télomères dans le cadre du vieillissement il y a quelques années. Et ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, la plus grande partie de raccourcissement des télomères, c'est quasiment dans les 2-3 premières années de vie. Donc ça va très très vite. À 2-3 ans, là, on peut dire qu'il y a déjà des choses qui sont programmées. Donc à quel point vous dites 20% d'écrits? 20%, on ne peut rien faire parce qu'on le reçoit malheureusement de son papa ou de sa maman, ou heureusement. Mais la bonne nouvelle, c'est que 80%, on peut agir. Alors, les 80%, non, on ne peut pas agir. Une grande partie de ces 80%, je n'ai pas le chiffre, il n'est pas connu, on peut agir, mais il reste aussi la faute à pas de chance.
Il y a des maladies aujourd'hui que on a tout fait pour pas les avoir, ou on connaît pas bien les facteurs de risque. Je prends souvent l'exemple de la maladie de Crohn. Si vous voulez tout faire pour ne pas avoir la maladie de Crohn, ça va être compliqué. Alors que si vous voulez tout Maladie de faire... Crohn, qui est une maladie digestive, Maladie inflammatoire. inflammatoire de l'intestin, oui, pardon. Voilà, il y a des pathologies comme la polyarthrite rhumatoïde, ces maladies inflammatoires des articulations. On peut tout faire pour ne pas l'avoir, mais on l'aura parce qu'on ne connaît pas bien les facteurs de risque. Alors que certaines pathologies comme l'obésité, le diabète, le cholestérol, on sait aujourd'hui gérer, et ce sont des bons leviers pour bien vieillir. Alors toujours pour espérer de trouver une solution pour avoir l'âge réel, on a beaucoup parlé ces dernières années des 1000 premiers jours où tout se passe, c'est vrai? Oui. Alors, tout se passe, je ne sais pas, mais c'est passionnant, puisque déjà 20%, c'est ce qu'on hérite de son papa et de sa maman. Alors, les 1000 premiers jours, c'est depuis la fécondation, quand papa rencontre maman, 270 jours de grossesse, plus les 2 premières années de vie, donc ça fait 2 fois 365 jours. Donc, ça tombe bien, ça fait 1000 jours. Et ce que l'on sait, c'est que pendant cette période, il est très important de faire tout ce qu'il faut pour que sa progéniture ait toutes les chances d'aller vers un vieillissement en bonne santé. Et on sait aujourd'hui, par exemple, que, alors il ne faut pas que les auditrices qui nous écoutent culpabilisent, mais on recommande maintenant aux femmes de ne plus se maquiller parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens qui passent dans la peau, qui passent dans le sang, qui passent le placenta et qui vont dans le sang du bébé. Au moment de l'accouchement, on préconise, mais ça on le sait depuis longtemps, l'accouchement par voie basse pour qu'il y ait un échange du microbiote du bébé avec la vulve de la maman. Nouveauté, c'est qu'après l'accouchement, on met le bébé sur le ventre de la maman, mais on le met maintenant sur le torse du papa pour échange de phéromones, de microbiote et d'autres choses. Et puis, il y a aussi une nouvelle notion qui va au-delà de la médecine et de la santé, c'est la coparentalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on recommande, dès qu'il y a une déclaration de grossesse, que la maman vienne avec le papa. C'est-à-dire que le papa, il est là tout le temps, sauf au moment des examens intimes. Mais sinon, c'est vraiment de la coparentalité, c'est-à-dire que le papa, il prend autant de bons messages de la part des soignants que la future maman. Vous avez l'impression qu'on a suffisamment communiqué? Il y a eu quand même une stratégie autour de ces 1000 premiers jours, parfois des choses un peu politiques avec des sacs de maternité envoyés aux futurs parents. Je pense qu'on n'a pas assez communiqué parce que régulièrement, quand j'en parle, on me dit « Ah, c'est passionnant, je ne savais pas ». Donc, merci de m'inviter aussi pour parler de ça. Alors, moi, je suis un spécialiste du vieillissement, mais le vieillissement... On n'imagine pas que ça se passe dès la maternité. Ça se passe avant ? Oui, avant. Ça se passe la grossesse. Avant la grossesse, et on sait aujourd'hui qu'on a également des modifications. Alors, si vous voulez qu'on parle d'épigénétique, je peux en parler un petit peu. Mais on hérite les gènes de son papa et de sa maman, mais il y a des choses qui viennent se coller sur les gènes au fur et à mesure de l'avancée en âge. Et ce qu'on pensait, c'est que le spermatozoïde gagnant, the winner, quand il féconde l'ovule, on pensait qu'il fécondait, qu'il débarquait qu'avec son capital génétique. Et en fait, il débarque, il féconde l'ovule avec son capital épigénétique. Et le capital épigénétique, donc les modifications autour des gènes, c'est souvent en lien avec le comportement du papa pendant les 4 mois avant la fécondation. Un spermatozoïde, ça vit à peu près 4 mois. Donc si on veut avoir un bon spermatozoïde avec des bons gènes, ça c'est compliqué de manipuler, mais si on veut avoir un bon spermatozoïde sain, c'est-à-dire sans mauvaise modification épigénétique, il est recommandé au papa d'avoir un comportement sans tabac, sans alcool, sans stress et autre chose, 4 mois avant la grossesse. C'est assez nouveau, on en parle depuis peu. Avant, on pensait que c'était sur la maman que reposait toute la santé du nourrisson, du fœtus même. Et on peut encore aller plus loin maintenant, c'est qu'on a dans notre sang des modifications épigénétiques de nos grands-parents. Alors, on ne sait pas si ça a une influence sur notre santé et on transmet à nos enfants et on transmet à nos petits-enfants des modifications épigénétiques. Voilà. Donc aujourd'hui, le vieillissement n'a pas d'âge, parce qu'on ne va pas dire peut-être que ça vient de nos grands-parents quand on va vers un bon ou un mauvais vieillissement, mais en tout cas, ce n'est pas à 60 ans ou à 70 ans qu'il faut essayer de chercher l'élixir de jouvence. Allez, on va reparler du vieillissement, parce que là, on est parti, c'est vrai, sur des choses passionnantes. Alors, la question qu'on se pose et qu'on entend souvent poser, c'est est-ce qu'en fin de compte, le vieillissement, c'est une maladie ? Est-ce que c'est physiologique ? Est-ce que c'est inéluctable ? Ou est-ce que, en fait, c'est une vraie maladie ? Non. Alors, ma réponse est très claire. Ce n'est pas une maladie. C'est inéluctable, oui, puisque dans le mot vieillissement, il y a quand même une grande notion de temps. Et aujourd'hui, on ne sait pas l'arrêter. Mais ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est jouer, entre guillemets, avec tout ce que l'on connaît sur la science pour bien vieillir. Souvent, on parle d'élixir de jouvence, comme je viens d'en parler, ou quel est le médicament, quel est le remède. Et ma réponse, souvent, le remède, c'est vous. Parce qu'aujourd'hui,
globalement, on sait quand même les incontournables pour bien vieillir. Il y a les 5 fruits, 5 légumes, manger moins salé, moins sucré, moins gras, bouger, le tabac, l'alcool, tout ça, on le sait. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est plutôt à aller vers une motivation au changement des comportements. Et ça, c'est un enjeu majeur parce que je pense que beaucoup de Français, de personnes qui nous écoutent, savent très bien ce qu'il faut bien faire ou pas bien faire pour aller vers un Qu'est-ce qui freine vieillissement alors? aussi. Je pense que la culture française vis-à-vis de la santé, on attend la maladie, on a une médecine d'excellence. Globalement, on parle de déserts médicaux, mais quand on se compare à des grands pays en surface, où il faut faire 150 ou 200 kilomètres pour trouver un médecin, je ne pense pas qu'on ait vraiment des déserts médicaux. On consomme trop de santé et je pense que là, aujourd'hui, notre médecine, elle est tellement bonne, tellement partout, tellement gratuite, c'est un sujet sur lequel je n'irai pas, mais que le Français, globalement, il attend d'être malade et il sait qu'il sera bien pris en soin partout sur le territoire et quasiment gratuitement. Moi, quand j'étais étudiant, c'était pas hier, quand il y avait un infarctus du myocarde, c'était un patient sur deux qui décédait au moment de l'infarctus. Aujourd'hui, on est à 5%. D'accord, donc ça a complètement changé. Et notre santé, notre médecine, elle va faire quoi après l'infarctus du myocarde? Le sujet ne meurt pas, et tant mieux, mais il a plus de probabilité de devenir un insuffisant cardiaque chronique qui va décompenser X fois et qu'on va rattraper X fois parce que notre système de santé est très très bon. Et on peut aller sur plein d'autres pathologies chroniques qui sont comme ça. Donc si je résume, on est un peu défaillant en prévention parce qu'on sait que le curatif sera là. Exactement. Et il n'y a pas eu de dynamique. Et là, je pense qu'on est trois responsables. Nous, les soignants, hein, on fait de la médecine curative, on court derrière, on fait ce qu'on peut. Les politiques, ça change un petit peu, heureusement, parce que quand on met beaucoup d'argent et d'énergie, bah, on récolte les fruits, bah, c'est le président ou le ministre d'après, voire encore après. Et puis la population générale, hein, qui elle aussi sait qu'elle sera bien prise en charge et n'a pas le concept de la prévention tout azimut. Alors c'est intéressant parce que là vous insistez sur les modes de vie qui sont en fait un élément prédictif du vieillissement et de la qualité du vieillissement. Et on est obligé de parler à ce moment-là de zones dans les pays où les zones bleues, comme on les appelle, où là le vieillissement est parfaitement exceptionnel. Alors est-ce que dans ces îles comme Okinawa qu'on connaît bien, est-ce que dans ces lieux il y a vraiment des modes de vie particuliers? Est-ce que la bonne recette elle est là? Et c'est quoi? Ah bah, c'est tout ce que la science a démontré. Eux, ils l'ont fait tout seuls, de manière familiale, Instinctive presque. instinctive, parce qu'ils ont cette manière de vivre. Et là, je vais faire tilter un peu tous ceux qui nous écoutent. C'est que la plupart des centenaires, ils ne prennent pas de retraite. C'est-à-dire que souvent, ce sont des professionnels de la terre, de la mer, où ils sont utiles pour la société tout le temps. Et puis au moment de la retraite, bah, ça ne change rien, il n'y en a pas vraiment. Et ils continuent à être actifs, à se sentir utiles pour la société. Et aujourd'hui, on voit très bien, quand on regarde tous les critères de ces centenaires des zones bleues, c'est tout ce que la science démontre pour bien vieillir. Donc ils l'ont fait tout seuls, sans science. Il y a beaucoup de travaux qui sont menés sur les centenaires. Ah oui, il y en a beaucoup qui sont menées. Ces zones bleues, donc il y en a 5 qui ont été identifiées, qui sont des zones bleues, je vais dire, naturelles. Et aujourd'hui, Singapour est la 6e zone bleue, mais elle est acquise, elle n'est pas innée. C'est parce qu'ils ont un système de prévention, d'accès à la société, de respect de l'autre, de bien-être, de bien-vivre, qui font qu'aujourd'hui, c'est la 6e zone bleue. Alors, on dit classiquement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a l'âge civil de votre carte d'identité et puis il y a l'âge physiologique. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous, le spécialiste, si je viens vous consulter, vous allez me dire, bah, votre âge, bah, c'est pas du tout l'âge civil, vous êtes plus jeune, vous êtes plus vieux. On a tendance aujourd'hui à dire qu'en fin de compte, on paraît ou on est plus jeune que l'âge civil. Est-ce qu'il y a un bilan qui permet, vous avez créé un centre Tempoform qui permet en fin de compte d'avoir un certain nombre d'informations. Comment ça fonctionne? Comment vous évaluez les personnes? Alors nous, on les évalue sur ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, la médecine basée par l'épreuve, sur tout ce qui a été publié, action, réaction. C'est-à-dire qu'on ne va pas doser la taille des télomères, on ne dose pas la méthylation de l'ADN qui permet de savoir quel est l'âge biologique, parce que, quelque part, à quoi ça sert? De faire peur, de rassurer, de motiver, je ne pense pas. En revanche, nous, on évalue les fonctions qui peuvent dysfonctionner au cours de l'avancée en âge, et toutes les fonctions, enfin la majorité des fonctions qu'on évalue, elles sont
réversibles. C'est ce qu'on appelle des préfragilités ou fragilités. Je vais prendre un exemple très simple. Personne n'appelle ça comme ça, mais la première fragilité liée à l'âge, c'est la presbytie. On n'arrive plus à voir de près. Et qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde réverse en mettant des lunettes. On rétablit la fonction. Et ben nous, on va aller sur cette notion de presbytie, mais ce n'est pas très important puisque tout le monde réverse. On va aller voir si l'oreille vieillit. Est-ce qu'il faut réverser avec des appareils auditifs? Et on va faire ça sur les muscles, sur les os, sur l'équilibre, sur le sommeil. Un syndrome d'apnée du sommeil, aujourd'hui, on connaît le risque quand on a un syndrome d'apnée du sommeil de faire un AVC, une hypertension, une dépression, des troubles érectiles. C'est une fragilité, voire une maladie qui est réversible. On s'appareille et on n'a plus tout ça. Donc aujourd'hui, on ne va pas sur ça parce que déjà, ça coûte très cher et le dosage des télomères, enfin la mesure de la taille des télomères et la méthylation de l'ADN, même si ça se vulgarise de plus en plus. Mais ça aurait un intérêt scientifique? Scientifique, non. Ce serait juste dire à quelqu'un, c'est comme juste de quelqu'un la curiosité. qui est obèse, voilà, quelqu'un qui est obèse, qui fume, est-ce que j'ai besoin d'aller mesurer sa méthylation de l'ADN? Aujourd'hui, on ne va pas sur ce terrain-là. On ira peut-être un jour. Et puis, qui finance, hein? C'est ça aussi, c'est qui finance ce remboursement. Aujourd'hui, l'assurance maladie ne finance pas un dosage de méthylation de l'ADN pour savoir quel est votre âge biologique. Est-ce que ça peut avoir un intérêt à des âges clés, 40 ans, 50 ans, 60 ans, de faire un bilan et qu'est-ce qu'il faut mesurer? Oui, alors, ce qu'il faut mesurer aujourd'hui, c'est un peu ce que l'on fait à Tempoform. On est sur des fonctions. Quand on avance en âge, l'approche classique, c'est on calcule, on additionne le nombre de maladies chroniques, c'est ce qu'on appelle les comorbidités. Et il y a une nouvelle approche, c'est ce qu'on appelle les fragilités, c'est-à-dire que peu importe le nombre de maladies, c'est que quand vous avancez en âge, vous êtes robuste, c'est-à-dire en vieillissement réussi. La veille de votre mort, vous faites encore un jogging et vous jouez aux échecs. Donc ça, c'est ce qu'il faut tous faire pour aller vers ce vieillissement robuste réussi. À l'inverse, je ne vais pas dire que c'est le vieillissement pas réussi, mais c'est la polypathologie, c'est la gériatrie, c'est la dépendance, et ça, c'est pas réversible. Quand on est résident d'un EHPAD, c'est rare qu'on sorte, ou quand on est dépendant à sa maison pendant 6 mois ou 3 mois, c'est rare qu'on ne devienne plus dépendant. Et entre deux, c'est là que tout l'enjeu est pour ce tsunami de personnes âgées qui arrivent, je me mets dedans, dans les 10, 20, 30 ans à venir, entre le vieillissement réussi, robustesse, et dépendance, vieillissement pas réussi, il y a un état qu'on appelle la fragilité. Et on sait que si et seulement si on arrive à repérer cet état de fragilité, il est possible de réverser. Comme je viens de prendre l'exemple de la presbytie, on réverse. Mais ça, tout le monde le fait parce qu'on ne sait plus lire de près. Il n'y a personne qui reste presbyte sans avoir mis des lentilles ou se faire opérer ou mettre des lunettes. Mais par exemple, je prends les oreilles. Ça, c'est terrible. On a à peu près, je crois qu'on est dans les derniers chiffres, c'est 27% des personnes qui viennent faire un bilan Tempoform bien vieillir à l'espace de Lille. 27% des personnes qui viennent nous voir sont presbyacousiques. Et la plupart, c'est nous qui le dépistons. On dit, ah oui, c'est vrai que j'entends un peu moins bien dans le bruit me dérange. Et on leur dit, mais vous faire appareiller de cette presbyacousie, c'est pas pour bien entendre, on s'en fout un petit peu. L'important de vous faire appareiller, c'est bien entendre et protéger votre cerveau d'un vieillissement accéléré. Parce qu'on sait que mal entendre accélère le vieillissement du cerveau et augmente le risque de maladies neurodégénératives. Et donc, c'est toute cette approche qui ne vend pas du rêve, c'est qu'on sait faire aujourd'hui. Et effectivement, aujourd'hui, on voit qu'il y a une envolée lyrique sur le vieillissement, la longévité. Il y a plein de start-up, de structures qui se mettent en place avec des dosages. Mais ces dosages, on en fait quoi? Il n'y a pas dans l'evidence-based medicine. Ce dosage, il est normal, tant mieux, vous avez bien fait de le faire. S'il est élevé ou bas, on ne sait pas quoi faire. Mais donc ça vaut le coup ou pas de faire je vais avoir 40 ans, je vais avoir 50 ans, je vais aller au laboratoire. Est-ce qu'il y a des valeurs qui ont un impact justement pour faire ce que vous dites, réverser, pour prendre conscience et faire bouger les lignes pour la suite? Oui, je vais vous dire tout simplement le cholestérol. Exactement. Ouais. Vous avez la réponse, le cholestérol, une balance, savoir si on est dans un index de masse corporelle normal. Il y a tellement de choses qui sont
évidentes que l'on ne fait pas, je trouve que la recherche, c'est très bien, c'est son but, hein, elle va très 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 loin, mais le concret du b.a.-ba du quotidien pour la population générale, il patine un peu, l'écart se creuse. Deux petites questions que j'ai envie vraiment de vous les poser. La première, vous parliez de rêve tout à l'heure, on parle de produits anti-vieillissement, on parle volontiers de produits anti-âge, d'antioxydants, Longévité. de cure de longévité. C'est du rêve, c'est du pipeau? Il n'y a pas d'évidence, based medicine, il n'y a pas de publication derrière. Il y a énormément de raccourcis. C'est-à-dire que il y a quelques semaines, un samedi après-midi, j'avais le temps, ce qui est assez rare, et je me balade dans une pharmacie, je ne dirais pas où, une grande pharmacie, et je regarde tout ce qu'il y avait comme compléments alimentaires, les prébiotiques, les probiotiques. Et là, j'ai été surpris des raccourcis qui sont faits. C'est-à-dire que une molécule antioxydante, quand on la met dans une boîte de culture cellulaire sur des cellules, effectivement, les cellules, elles vieillissent moins vite. OK. Et après, si on passe sur la souris, il y a quasiment plus d'études. Ça marche pas. Et si on passe chez l'homme, il n'y a pas d'études. Et donc voilà, c'est un raccourci, c'est telle molécule, elle est antioxydante, donc elle est anti-vieillissement, et je vous la mets dans une boîte et je vous la vends. Donc c'est quand même plutôt du rêve. Ma dernière petite question... Il y a du business derrière, c'est du privé, après c'est pas remboursé par l'assurance maladie. La dernière question que tout le monde vous pose, c'est pourquoi est-ce que le temps passe plus vite quand on vieillit? Ah, alors ça, c'est une bonne question. C'est qu'en fait, quand on a 10 ans, un an, c'est énorme. C'est 10% de sa vie. Un an, à mon âge, je ne vais pas dire c'est combien, mais c'est pas beaucoup. Et donc, je pense que c'est ça, cette notion de se dire que ça ne représente pas beaucoup. Et puis, en vieillissant, je pense qu'on est dans une répétition aussi d'événements. On rentre dans une routine et on a l'impression que les choses vont un peu plus vite parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais aujourd'hui, je pense que la meilleure réponse, c'est ça, c'est la proportion d'un espace-temps quand on a vécu longtemps. C'est plutôt encourageant, l'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé. Ah oui, ça c'est très encourageant. Mais le but aujourd'hui, ce qu'on voit dans tous les pays qui sont comme nous, pays riches avec une bonne espérance de vie globale à la naissance, hein, on est aujourd'hui, je crois que les derniers chiffres sont sortis il y a à peine 10 jours, hein, on est à 80,3 ans pour les hommes et 86,9 pour les femmes. On est dans le top 10. Ces valeurs que je viens de vous donner, elles se stabilisent. On arrive bientôt à un plafond, c'est-à-dire que on ne peut plus espérer monter à 90 en termes de population générale. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas concevable. Et donc, le but, c'est d'aller le plus loin possible en bonne santé. Et là, on est dans le top 10 des pays avec la meilleure espérance de vie globale à la naissance. Mais dans ce top 10, on est vraiment très mauvais en termes d'espérance de vie en bonne santé. Et c'est là où on a un enjeu majeur, déjà parce qu'on manque de personnel de santé. Qui va financer l'entrée dans la dépendance? C'est là tout l'enjeu d'aller repérer la fragilité pour tenter de, au pire, rester fragile et pas rentrer dans la dépendance, et au mieux remonter vers la robustesse. Professeur Éric Boulanger, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes spécialiste de la médecine du vieillissement au CHU de Lille. Et on rappelle également votre livre, Je décide de vieillir bien, aux éditions Odile Jacob. Merci à vous d'avoir écouté ou regardé ce podcast. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.